Avant qu'on entre dans l'ère McLaren, j'ai envie qu'on fasse un petit point sur, non pas sur Allo, A-L-O, celui qui est 1 ou 2 sur le classement, mais qu'on parle de Fernand, celui qui l'est quand il est pas dans la voiture, qui l'est dans les médias, parce que je pense que 2007 va marquer un tournant sur l'image de Fernando Alonso. Comment, publiquement, nous sommes fin 2006, Alonso, c'est qui pour toi? Humainement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un champion en fait qui veut garder sa pudeur et quelque part, j'allais dire, son anonymat. Enfin, c'est pour lui, il le dit souvent. Moi, des fois, quand j'ai envie d'aller juste au cinéma, mais je peux pas en fait, je peux plus parce que je suis reconnu à tous les 2 mètres quoi en fait, donc il a plus sa vie qu'il aime comme avant. Et en fait à ce moment-là c'est un ambassadeur du sport et même c'est un ambassadeur tout court parce que Alonso 2005 c'est la période où il devient ambassadeur de l'UNICEF pour l'Espagne, enfin ambassadeur espagnol pour l'UNICEF pardon. Il joue le titre de champion du monde en 2005. 3 jours avant il est dans les favelas pour un programme de quartier au Brésil, et alors qu'il y a toute l'attention médiatique qui est sur lui, oui le titre machin tout ça. Non, il va dans les quartiers pauvres au Brésil, rencontrer des enfants, voilà, faire son rôle d'ambassadeur. Et il a ce truc en fait à ce moment-là où Alonso, faut dire ce qu'il est, il est beau gosse. Il a cette image quand même de, voilà, on voit qu'il y a des pubs, il y a beaucoup de pubs qui commencent à se faire autour de lui. Mais Regarde pas Valtteri. Mais non, c'est à ce moment-là, 2006, c'est un champion où on se dit, ce mec qui va marquer l'histoire de la Formule 1, il est en train de la marquer, c'est le plus jeune double champion du monde. Et humainement, c'est un mec quand même qui juste aspire à la normalité. Enfin, quand il retourne à Oviedo, où ils sont tous là pour lui. En plus, il reçoit le prix de Prince des Asturies, c'est le plus jeune à recevoir ce prix-là. Le prix de Prince des Asturies, c'est une distinction en Espagne qui il me semble que même c'est la plus grosse distinction, l'une des plus grosses distinctions en Espagne. Je vais pas dire que c'est l'équivalent de Sir Lewis ou un truc comme ça, mais presque. C'est vraiment quand tu reçois ce prix-là, c'est que t'as vraiment fait quelque chose pour l'Espagne. C'est le plus jeune à recevoir ce prix à ce moment-là, mais lui, il veut l'aborder ça dans la plus grande des normalités, c'est-à-dire que tout ce qui est le bling-bling, tout ça, ça ne l'intéresse absolument pas. Et on le voit, pareil, là, je parle de Fernand Lhomme, c'est en 2005 ou 2006 qu'il se marie avec Raquel del Rosario, qui est la chanteuse d'un groupe pop-rock espagnol qui cartonne à ce moment-là. Le mariage se fait dans la plus grande des discrétions. Les médias, tu l'apprends bien plus tard, quoi, en fait. Il y a vraiment ce truc, en fait, de vouloir se protéger lui, protéger sa famille, rester quelqu'un de pudique. Et voilà, là, c'est tout pour la compétition. Et quelque part, ça me fait sourire parce que quand je dis ça, on n'a pas l'impression de voir le même Nando face aux médias qui est très expansif, un peu explosif, qui a toujours la petite phrase, tout ça. À cette époque-là, non, c'était vraiment un mec un peu plus quelque part sur la retenue à ce niveau-là, quoi. Moi, j'ai envie d'ajouter pour compléter ça au niveau de la perception médiatique dans les paddocks. Alonso, c'est le mec cool, c'est le mec sympa. Comme tu dis, il y a ce côté un petit peu petit quand ça devient émotionnel, quand ça devient personnel en quelque sorte. Il se met à sa place. Je me rappelle son interview après son premier sacre où il dit: pour moi, j'ai gagné un titre, ça y est, j'ai fini, le reste c'est que du bonus parce que je viens de nulle part. Je m'en suis sorti presque tout seul, à part 2-3 sponsors qui étaient là pour m'aider, mais j'ai dû tout faire tout seul avec mes parents. Donc effectivement, il y a ce côté un peu discret, comme tu dis, mais dans les paddocks, c'est le gars qui fait des danses cheloues sur sa voiture quand il a gagné. C'est le gars qui bon, on est en plein dans les années 2000, mais tu sais, c'est les pilosités faciales originales, c'est le bandana aussi, c'est le côté décontracté, c'est le côté plaisantin qui aime bien faire des blagues. Il y a ce côté un petit peu marrant de Alonso, et je pense qu'on peut dire que il est relativement apprécié pour ce qu'il est. Il n'y a pas de mauvaise polémique derrière lui qui traîne, à part peut-être certains qui peuvent sentir ce côté perso
pas très équipe, mais comme tu l'as dit, il a un petit peu travaillé chez Renault, c'est ressorti un petit peu fin 2006. Donc là, il arrive chez McLaren, un petit peu, voilà, hein, c'est la star de la F1. Alonso est à la retraite, c'est le seul champion du monde du paddock, et il rejoint une équipe McLaren qui, dès les essais privés, s'affiche en grande forme, et comme coéquipier, il a un rookie champion GP2 en titre. Alors, on va dire que les choses sont ce qu'elles sont, mais sur ce début de saison, on se dit déjà, pauvre petit jeune de Lewis Hamilton qui va se faire dévorer, parce que même si on sait que Alonso, c'est un rigolo tout ça, on sait que dans la voiture, il fait pas de prisonnier. Voilà, il déconne pas. On sait que quand la voiture elle a un potentiel, on sait que Alonso il en perd pas un millième. Donc il y a une immense surprise déjà quand on voit que au départ du premier Grand Prix, il est deuxième Alonso, je crois, sur la ligne, juste derrière Raikkonen. Donc déjà on se dit oh là là, c'est génial, c'est 2005, match retour, des nouvelles équipes, Raikkonen, Alonso, on est très content. Et là, premier freinage, t'as Hamilton qui te fait l'extérieur sur Alonso et Heidfeld. Il est P2. Pendant la course, Alonso repasse devant à la stratégie, meilleure gestion des rythmes de course et tout. Il y a cette image où les deux se suivent. Je me rappelle d'Hamilton qui met une petite roue dans le gravier. Mais tout de suite, on se dit, OK, c'est sérieux. Course d'après, doublé McLaren. Hamilton, il est là. Ça commence un petit peu à... On se dit, là, Hamilton, il a fait 3, il a fait 2, il manque plus qu'une place, c'est bon. Au bout de 4 courses, Hamilton est en tête du championnat sans avoir gagné de Grand Prix. Au final, on se rend compte que la saison, elle va être particulièrement intense parce qu'on a 2 Ferrari et 2 McLaren qui semblent à un niveau à peu près similaire en termes de performance et tout. Là, totalement, le statut de double champion du monde, il est oublié et on est sur une bataille à 4. Je pense qu'un des premiers tournants de la saison, pour se focaliser sur le Nando, toujours, pour moi, c'est Monaco. Exactement. Tu es d'accord? Oui. Pourquoi es-tu d'accord? Et pourquoi Monaco? Alors déjà, juste avant, il y a 2 problèmes qu'on n'avait pas vu venir. Le premier, c'est que Alonso se rend très vite compte que McLaren, c'est pas Renault. Et que l'ambiance familiale qu'il y avait chez Renault, avec Ron Dennis, tu oublies. On le voit d'ailleurs, la coupe de cheveux, rien que ça. Enfin, alors je pense avoir les. Voilà. Super, on est en plein dans le sujet. Il y a Ivan dans le chat qui fait « C'est pas très gentil de qualifier ses sourcils de pilosité faciale originale. » Non mais voilà, c'est militaire, c'est carré, c'est Ron Dennis. D'ailleurs, ça se sent que Alonso, il est avant même que la saison commence, il est déjà nostalgique de ça parce que Alonso, lors des tests privés, dès qu'il le pouvait, il allait prendre ses petits déjeuners dans le motorhome avec les gars de chez Renault et pas de chez McLaren. C'est un détail qui veut rien dire et tout dire à la fois. Ça veut dire que mon ex quelque part me manque et alors que je vais à peine d'arriver dans mon nouveau ménage, quoi. Mais c'est vrai que, pour en parler un petit peu, pour les 2-3 petits nouveaux du fond là parmi vous, on n'est pas du tout dans la McLaren orange papaye avec Ricardo et Norris qui font des sourires et qui font des blagues sur Internet. Là, on est dans les McLaren grises. Alors, magnifique, hein. Je ne dirais pas le contraire. Pour moi, les livrées McLaren sont les plus belles des années 2000. En plus, là, les livrées chromées, elles sont sublimes. Mais c'est monotone. C'est Ron Dennis, c'est froid, c'est carré. Et il y a eu un antécédent, en plus, tout à l'heure, je parlais d'Alex Wurz. Alex Wurz, c'est un excentrique, Alex Wurz. J'ai une chaussure bleue, une chaussure rouge, je peins moi-même mes casques, et ça, c'était pas possible. Et Alex Wurz disait, le seul truc pour énerver Ron Dennis, j'ai arrêté de me couper les cheveux. C'est ça. Voilà. Et suivez l'évolution capillaire de Alonso en 2007 et vous voyez à peu près les périodes où il est copain et les périodes où il est plus copain.
Mais voilà, on a totalement changé d'environnement. On est passé du Flavio Briatore à viens là, je te fais un câlin, à Ron Dennis. Tu as gagné. Je te félicite. Tu as fait ton travail pour l'équipe. C'est En ça. quelque sorte. C'est Je ça. caricature, bien évidemment. Il y a ce petit truc-là, et puis l'autre problème que personne n'avait vu venir, c'est que Lewis Hamilton, c'est que putain, il va vite ce con, quoi. Et ça, même ça Ron J'aurais pas mieux dit. Mais ça, même Ron Dennis, il a même pas vu venir, donc ça fait deux problèmes comme ça à gérer. Et Monaco, pourquoi c'est un tournant? Monaco, ce week-end-là, les McLaren, elles atomisent la concurrence. Enfin, je crois que le jour Massa du est à 1 minute. Voilà, Massa est à 1 minute et c'est le seul qui est dans le tour des McLaren. Ouais, le 4e est à 1 tour. C'est pour vous dire. Le truc, c'est qu'en fait, donc Alonso termine devant Hamilton et en fait, Hamilton ne supporte pas ça parce qu'il avait l'impression d'être plus rapide qu'Alonso en termes de rythme de course et que l'équipe ne lui a pas donné, ne l'a pas favorisé par rapport à Alonso. Donc c'est pour ça qu'on voit un Hamilton qui fait un peu les sourires de circonstance sur le podium, mais intérieurement, il est en mode on m'a volé une victoire, en plus à Monaco, machin. Donc, et ça, Alonso, il voit que ça commence à sortir un peu, qu'on commence à lui poser un peu les questions, qu'on commence un peu à en parler. Est-ce que Hamilton était plus rapide, tout ça? Et Ron Dennis, chez McLaren, on laisse en l'état ce fait-là, quoi. Enfin, on va pas démentir ni quoi que ce soit. Et le problème, et même Ron Dennis l'appuie. Même Ron Dennis l'appuie, ouais. Il dit Hamilton méritait de gagner, il était plus rapide. Alors qu'en fait, Alonso, il était juste en mode gestion de course, parce que ce week-end-là, les McLaren, elles avaient des problèmes, je crois, au niveau des freins, et Alonso était justement en train de préserver sa machine, parce qu'il s'est dit, bon, on est tous les deux en tête, on a un doublé, je vais pas aller forcer et appuyer un rythme, prendre un risque pour me péter ma voiture et me priver de ma deuxième victoire d'affilée à Monaco. Je réponds au passage à la question de Cléwon dans le chat. Il a 2 victoires à Monaco, Alonso. Et ça, en fait, Alonso, quand il a su ça, il s'est dit, putain, en fait, on est en train de dire que j'ai été moins rapide que Hamilton et que c'est lui qui méritait de gagner, alors qu'en fait, non, j'étais bien plus rapide, c'est juste que moi, je gérais ma course, en fait. Le verre est dans la pomme, à ce moment-là. Et c'est le premier tournant vraiment de la saison de 2007 en interne chez McLaren. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un autre détail qu'on pourrait oublier aujourd'hui, mais Monaco, c'était une hécatombe, ce tracé à l'époque, pas tant parce qu'il était piégeur, il était piégeur, mais aussi parce qu'en termes de fiabilité, on avait un nombre d'abandons terrifiant, parce que on est dans ces rues étroites, les freins, la mécanique n'a pas le moment de se refroidir, la transmission, tout ça. Donc, plus tu la pousses et plus ça surchauffe. C'est horrible à Monaco. Donc, vraiment, Alonso, il connaissait son terrain, il y allait mollo, tout ça. Et pour lui, il avait fait une œuvre de génie, quoi. Il était tout fier de sa prestation et il se fait descendre par le patron juste derrière. Et après, il y a l'enterrement, une semaine après, au Grand Prix suivant, Canada. Ouais, Hamilton Hamilton enchaîne Canada et États-Unis, où là ça fait assez mal à Alonso, et c'est aussi à partir de ce moment-là où en fait Alonso se dit, parce que en fait j'ai envie de dire quelque part c'est normal, mais c'est vrai qu'Hamilton étant rookie, il va s'appuyer sur les réglages d'Alonso pour lui-même construire son week-end, tout ça, c'est normal. Sauf qu'à ce moment-là, Alonso, déjà il y a eu Monaco, maintenant Hamilton est en train de gagner. Donc à ce moment-là, Alonso, qu'est-ce qu'il se dit? Il sait pas qu'il va truquer le jeu, mais il va se dire, en fait, les essais, je vais pas tout lui montrer au gamin et je vais en garder un petit peu pour les qualifs et la course. Et c'est à partir de ce moment-là où Alonso a commencé vraiment à se dire, mes données, mes datas, tu les vois aux essais, sauf que tu vas voir qu'en qualif et en course, je vais t'en remettre encore plein la vue parce que j'en ai encore sous la pédale, quoi. Et c'est là où ça continue à exploser après. Et en plus, le Canada, j'ai envie d'appuyer dessus parce que pour moi, c'est une des pires courses de la carrière de Alonso. On a suffisamment de chance, on est devant un pilote, je pense que on peut plus facilement faire une liste de ses plus mauvaises courses que de ses meilleures courses. Il y a 2 sorties au virage 1, il y a une totale mauvaise gestion pneumatique, il se fait humilier par la super aguerrie de Takuma Sato en fin de Grand Prix. Ça, c'est dur. Alors la joie pour Takuma Sato, mais derrière c'est assez compliqué. Et effectivement, la victoire de Hamilton, en plus
Après, aux États-Unis, Hamilton impassable en piste, le doublé cette fois dans l'autre sens. Il y a un total bouleversement en interne qui se crée et on commence même à parler, d'ambiance froide en interne, tout simplement. C'est le début de la rivalité médiatique entre eux, quoi. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. Alonso. Hamilton. Anything you can wear, I can wear better. In what you wear, I look better than you. In my coat? In your vest. In my shoe? In your hat. No, you can't! Yes, I can. Yes, I can. Anything you say, I can say faster. I can say anything faster than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you Yes, I can't. can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, Alors d'abord, il y a le Nürburgring quand même, où là, Alonso signe vraiment... J'essaie de me rappeler de l'ordre de la saison, si le Nürb, c'est juste après. Le Nürb, Non, c'est avant là. il y a la France. Il y a la France. Ouais. Donc la France, c'est la victoire de Raikko. Ouais. Comme en Grande-Bretagne. Là, les McLaren étaient juste pas dans le coup. Enfin, en Grande-Bretagne, là, c'est masterclass Raikkonen-esque aussi, il faut le dire. Ouais. Hamilton avait fait la pole, mais Raikkonen a mieux joué que tout le monde. La strat, le long relais et tout. Et c'est le retour en forme de Raikkonen un peu en ce moment-là, parce qu'il avait eu un début de saison assez plongeant, en fait, après sa première victoire. Et ensuite, il y a le Nürb, où là, Hamilton a un terrible crash en qualif, si je dis pas de bêtises, c'était en qualif. Il prend très très cher, enfin, un virage très rapide, violent. Bon, il s'en sort bien, mais c'est son pire week-end de la saison. Il y a touchette avec les BM au départ, il y a la fin de course. Enfin, il essaye de repasser sur les pluies à un moment de la course en se disant qu'il va pleuvoir plus, mais en fait la piste s'assèche, donc il doit refaire un arrêt derrière. Enfin, la course est désastreuse pour lui. Alonso, de son côté, il fait une sublime fin de course, le dépassement sur Massa. Enfin, j'adore juste, l'altercation qu'il y a juste après. Et j'étais énervé à l'époque parce que j'en avais marre d'Alonso. Moi, vous savez, j'aime pas ceux qui gagnent tout le temps. Donc j'aimais bien Alonso, mais quand il a commencé à trop gagner, j'en avais marre. En plus, j'aimais bien Massa, donc voilà, je voulais qu'il gagne. J'étais pas content, mais quand je revois les images, je me fais, mais ce dépassement de génie à l'extérieur dans un tel virage, il faut y aller. Et au final, il y a eu la touchette. On peut pas en vouloir à Massa, je pense, parce que Massa s'attend pas à le voir venir. Non. mais c'est assez incroyable. Il relance sa saison-là, Alonso. Alonso s'est même excusé après d'avoir, il a dit j'aurais pas dû réagir comme ça dans la cool room. Enfin, il a regretté d'avoir eu cette attitude-là vis-à-vis de Massa, où il s'était un peu frictionné. L'action du week-end, il y a eu ce dépassement. Et puis, il y a eu le superbe snobage en règle de Alonso sur Ron Dennis qui vient là, c'est Ron Dennis qui monte sur le podium et Alonso, il ne le calcule même pas. C'est genre, là, c'est là où tu te dis, c'est bon, là, le divorce, il est en cours de consommation. Enfin, c'est vraiment, ils sont tous les deux, c'est plus froid, tu meurs, quoi. Il le snob, quoi, littéralement. La Hongrie, alors là, on est, faut-il rappeler le système débile de la Q3 de l'époque? Tu devais avoir ton essence pour la course en début de session, plus le nécessaire pour faire la session. C'est ça. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu démarres avec tes, on va dire 100 litres pour la course, je sais pas les chiffres, plus, 15 litres pour la qualif. Je dis de la merde, mais vous avez l'idée. Donc, pour la qualif, tu démarres à 115 litres. Évidemment, quand t'es en fin de session, t'es à 100 litres, donc t'es plus rapide de plus de 1 seconde. Du coup, qu'est-ce que tout le monde fait? Tout le monde roule.
Tout le monde roule pendant toute la session pour brûler de l'essence. Et à la toute fin, on va changer les pneus et puis on charge. Donc, chaque équipe avait son système. Chez McLaren, c'était un coup Alonso par premier, Hamilton suit. La semaine d'après, c'est Hamilton devant. Voilà. Et là, ce week-end-là, c'était Alonso qui devait partir devant. Mais McLaren, stand de McLaren fait à Hamilton, vas-y. Ce qui fait que Hamilton est devant Alonso. Là, le pauvre Lewis, il comprend pas ce qui lui arrive. C'est pas la stratégie. Ouais, mais on fait comme ça. Bon, ok. Il y a Ron Dennis qui essaye de comprendre un peu ce qui se passe. Et là, c'est très grave parce qu'on voit Ron Dennis déjà qui se pose des questions. Donc, ça veut dire que Ron Dennis, le patron, ne gère pas son équipe à ce moment-là. Là, t'as Alonso qui est en mode what the fuck, tu le vois qu'il essaye d'aller chercher la place. Hamilton la donne pas, finalement je crois qu'Alonso la prend de force, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, au moment du changement de pneus, Alonso reste dans son box, on lui change ses pneus, il repart pas, prétextant qu'il attendait le signal à la radio qu'on lui dise d'y aller. Me prends pas pour un con, l'homme à la sucette, il a levé, enfin, tous les pilotes partent quand il y a l'homme à la sucette qui lève, voilà. Tout ça pour bloquer Hamilton. En plus, enfin, il y a un moment, on déplore grandement ce geste antisportif, mais en même temps, j'admire que Alonso, il passe le chrono à 2 secondes du drapeau à damier. Il l'a calculé, son coup de bâtard. Il l'a calculé. Je sais pas si je dois créer au génie du mal ou au génie tout court, mais il l'a calculé. Bon, vaut mieux en rigoler aujourd'hui, mais à l'époque, c'était... À l'époque, c'est... Checkered flag and Hamilton's missed it. Hamilton's missed it by 4 seconds, so he is not going to get a lap in. Alonso just made it through, and there will be some serious talk. Mais en gros, oui, Alonso, par ce geste, quand même, c'est le génie du mal, comme tu l'as dit. Il va quand même être sanctionné parce que il a sciemment bloqué, il a sciemment empêché Hamilton en fait de faire un dernier tour de qualification en restant aussi longtemps à son stand. Alonso, cette sanction-là, il la trouve totalement injuste parce que pour lui, il a le sentiment d'avoir été flouté et volé parce que c'était lui qui devait avoir la position préférentielle pendant les qualifications. Et il se trouve que le lendemain matin, le dimanche matin, réunion un peu houleuse entre Ron Dennis, Martin Whitmarsh d'un côté. Je le dis très très mal parce que j'arrive plus à prononcer l'accent. Whitmarsh, je crois. Whitmarsh, voilà. Et Alonso et Abad, son agent. Et en fait, à ce moment-là, Alonso est en train de leur dire, OK, vous avez voulu jouer avec ça avec Hamilton, donc moi, ce que je vais faire, c'est que vous vous débrouillez, mais vous me faites tomber en panne d'essence Hamilton pendant la course. Sinon, je vais voir la FIA et je leur montre un peu tous les jolis mails concernant un peu l'affaire d'espionnage dont on a commencé à parler quelques semaines auparavant et qui fait les choux gras de la presse. Et c'est là où ça pète complètement parce que Ron Dennis se dit mais c'est pas possible, c'est du chantage, machin. Alonso, par la voix de son agent, est allé s'excuser quand même dans la matinée parce que pour avoir proposé ça, parce que voilà, c'était sous le coup de la colère et voilà. Sauf qu'entre-temps, Ron Dennis, alors il me semble que Ron Dennis avait eu Bernie Ecclestone au téléphone. Il me semble Max Mosley, je sais plus, l'un des deux grands Manitou. Et en fait, il me semble que c'était Mosley en fait qu'il a eu au téléphone. Et Mosley prétextait en fait qu'il était pas au courant, enfin il faisait semblant de pas être au courant, sauf qu'en fait il était déjà au courant de cette affaire du Spygate parce que Briatore et Ecclestone avaient déjà un peu parlé. Enfin, c'est un peu le serpent. Alors là, auto-promo, mais j'ai fait mon dossier sur le Spygate. Parce que je l'ai re-regardé quand j'ai écrit le bouquin, monsieur. Oh putain, ça fait plaisir. Du coup, on va avoir le procès qui va se faire à la rentrée en septembre. Le verdict du procès, bon, étrangement, on n'a pas vu Alonso au procès. Il y avait bien Hamilton et De La Rosa qui étaient là en soutien pour McLaren, mais il n'y avait pas Alonso, étrangement. En plus, mais là, c'est tellement un coup politique avec la FIA qui met la pression sur les pilotes pour qu'ils témoignent contre l'équipe parce qu'ils avaient menacé De La Rosa, Alonso et Hamilton de supprimer leur super licence, ouais, s'ils venaient pas témoigner, enfin dire la vérité, quoi. Mais je disais, on atteint le fond du fond parce que on a Spa.
Alors, d'un côté, on a chez McLaren clairement la lutte. Hamilton est nettement devant au championnat, mais Alonso regrappille des points depuis quelque temps. On a eu la lutte en piste entre les deux. Vraiment très belle lutte, Alonso-Hamilton. Alonso avait l'avantage, il était devant, il est resté devant. Après la victoire de Alonso à Monza, il avait la banane, mais la banane comme ça. Après Spa, Alonso, il est décontracté, il est détaché. Et après que Ferrari célèbre son doublé, McLaren disqualifié du championnat constructeur. Ferrari championne constructeur, direct. Là, c'est d'une violence. L'autre point marquant de la saison que j'ai envie de dire, c'est Fuji. Ouais, pas un bon souvenir pour du coup Alonso, puisqu'il abandonne. Déjà, il faut rappeler c'est la terre qui recrache la mer, les poissons, tout quoi. Ah mais Fuji, quand ça pleut. Ah c'est vraiment, on se croirait un peu limite vers la fin du monde quoi. Enfin les pilotes franchement Ah oui non mais là c'est là t'as un gars qui déboule avec son arche, dedans tu vois plein d'éléphants et des girafes, tu te dis qu'est-ce qui se passe quoi. C'est ça, non mais c'est clairement ça. Et il se trouve que ce week-end-là, c'est Hamilton qui a la position, qui mène le Grand Prix, donc beaucoup sous la voiture sous la safety car. Et Alonso est deuxième. Et en fait, Alonso commet, on va dire, l'une de ses plus grosses erreurs de la saison, qui intervient à un moment où il fallait pas que ça intervienne, parce que il se crache et il abandonne alors qu'Hamilton gagne quoi. Au final, Alonso il finit troisième, deuxième ex-aequo du championnat. J'ai l'impression qu'il n'était pas plus dérangé que ça. Il avait qu'une envie, c'était de partir. Et honnêtement, je dis souvent que pour moi, Hamilton-Alonso, c'est un des meilleurs line-up de tous les temps. J'ose même le mettre au défi face à Prost-Senna. Mais étrangement, j'ai tendance à penser que 2007 et 2008, c'est 2007, pardon, c'est une des plus mauvaises, si ce n'est la plus mauvaise saison de Alonso en Formule 1, parce qu'il y a un taux d'erreur qu'on voit rarement chez lui et qu'on a rarement vu même dans des luttes mondiales, que souvent il était peut-être même à côté de la plaque. Alors, quand tu fais une mauvaise saison et que tu t'appelles Alonso, tu finis quand même du troisième du mondial, mais voilà, et qu'à côté Hamilton était rookie. Et je pense que l'Hamilton de 2017, par exemple, aura donné un tout autre championnat dans cette saison, parce que on sentait au début qu'il manquait un peu sur les rythmes de course, qu'il était encore un petit peu timide en piste. Enfin voilà. Donc c'est un line-up que j'aurais trouvé admirable en 2014, 2015, 2012, enfin dans ces années-là. Fin de l'émission, on en a encore au moins pour une bonne heure et demie, je pense. Bon, tu me dis si tu veux c'est vrai que ça, ah non, mais ça passe. J'ai même pas vu leur passer tellement c'est cool. Voilà. Quoi. Mais ça, c'est ta marque de fabrique. Avec toi, on est tellement cool que on peut te dire. En fait, on va faire les 24 heures de Mick. On va les réaliser, les avis. C'est une exclusivité que je vous annonce. mais tu sais que, tu sais que en plus c'est un pari qu'on s'est mis un jour de faire un live 24 heures. Mais arrête.